Sur le gâteau que ma mère m'a tendu, devant toute la famille, était écrit au glaçage rose. Oups, toujours une déception. La phrase flottait sur un lit de crème au beurre, les lettres roses et enfantines, rendant l'insulte encore plus cruelle. Le silence a duré 1 seconde, une éternité. Puis le rire de mon frère a éclaté, suivi par celui de ma sœur, et enfin par les gloussements polis des oncles et tantes. Ma mère, Isabelle, me regardait avec un sourire pincé, ce masque de fausse bienveillance qu'elle portait pour les grandes occasions. J'avais 22 ans ce jour-là. Nous étions dans le salon du pavillon de banlieue où j'avais grandi, la lumière de l'après-midi de dimanche filtrant à travers les rideaux, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Chaque objet dans cette pièce, chaque photo sur le buffet, semblait soudain faire partie de la mise en scène. Mon cœur battait dans ma poitrine, un tambour sourd contre le vacarme de leur hilarité. Leurs visages joyeux se sont transformés en une mosaïque de mépris. J'étais seule, au centre d'une arène qu'ils appelaient « famille ». Je suis restée figée, le couteau à gâteau dans la main, le plastique froid contre ma paume moite. J'ai senti le rouge me monter aux joues, une chaleur humiliante que j'ai essayé de contenir en esquissant un sourire. C'était la chose à faire, n'est-ce pas? Prétendre que la blague était drôle, que mon propre cœur n'était pas en train de se briser en 1000 morceaux sous leurs regards amusés. Mon père a évité mes yeux, trop lâche pour intervenir, se concentrant sur le motif de la nappe. Ma mère, elle, savourait son triomphe, son regard brillant d'une satisfaction cruelle. C'est ce silence des uns et ce rire des autres qui a été le plus grand des poisons. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, ce sentiment d'être trahi par ceux qui devraient vous protéger, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais beaucoup vous lire, car ce jour-là, j'aurais tout donné pour savoir que je n'étais pas la seule à ressentir cette solitude glaciale au milieu d'une foule. Ce gâteau n'était pas un incident isolé, c'était la conclusion logique de 22 années passées dans le rôle du bouc émissaire. J'étais Chloé, celle qui n'avait pas réussi. Celle qui avait abandonné ses études d'art pour enchaîner des petits boulots de serveuse et de ménage. Une source constante de déception pour une mère obsédée par les apparences. Ils me voyaient comme faible, perdue. Une cause perdue qu'on pouvait ridiculiser sans conséquence. Mais leur perception était leur prison, pas la mienne. Leur rire était basé sur une ignorance totale de qui j'étais devenue. Au milieu du salon, seul le regard de mon oncle Marc, le frère de ma mère, était différent. Il ne riait pas. Il m'observait, un pli d'inquiétude au coin de ses lèvres, comme s'il voyait à travers la façade. Il était avocat, un homme habitué à chercher la vérité derrière les faux semblants. Et dans son silence, j'ai trouvé une minuscule ancre à laquelle me raccrocher. Je ne savais pas encore à quel point il serait important. Je n'ai pas coupé le gâteau. J'ai délicatement posé le couteau sur la table, le bruit sec du plastique sur le bois faisant taire les derniers ricanements. Sans un mot, j'ai reculé, j'ai pris mon sac posé sur une chaise et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. « Chloé, où vas-tu? Ne fais pas ta mijaurée !» a lancé ma mère, son ton passant de la fausse jovialité à l'irritation. J'ai ignoré sa voix. J'ai continué à marcher. En passant devant mon oncle Marc, qui se tenait près du couloir, nos regards se sont croisés. Je me suis penchée vers lui, assez près pour que personne d'autre ne puisse entendre. Et j'ai murmuré 7 mots à son oreille. 7 mots qui contenaient une promesse et une demande. Il a accusé réception d'un hochement de tête presque imperceptible, le sérieux gravé sur son visage. J'ai ouvert la porte et je suis partie sans me retourner. Ma mère pensait avoir gagné cette bataille avec un gâteau et une phrase cruelle. Elle n'avait aucune idée que son rire venait de signer le début de la guerre que j'étais enfin prête à mener. Les 7 mots que j'ai murmurés à mon oncle n'étaient pas une supplique, mais une instruction. En sortant de la maison, le froid de la fin d'après-midi m'a giflé, mais c'était un choc bienvenu. Une clarté après la chaleur étouffante du salon. Mon esprit a voyagé 3 ans en arrière, au jour où tout a vraiment commencé. Ma grand-mère venait d'avoir sa 2e attaque. La famille s'était réunie autour de cette même table, non pas pour un anniversaire, mais pour décider de son sort.
L'EHPAD, les Mimosas, était le seul établissement décent dans la région, mais son coût était exorbitant. Ma mère, Isabelle, avait balayé le problème d'un geste de la main. Sa petite retraite couvrira la majeure partie. On se débrouillera pour le reste, avait-elle décrété, sans jamais préciser qui était ce « on ». Mes frères et sœurs avaient hoché la tête, soulagés de ne pas avoir à s'impliquer davantage. Leurs regards étaient déjà tournés vers leur propre vie, leur propre projet. Personne n'a regardé les chiffres. Personne, sauf moi. J'ai été la seule à appeler l'établissement le lendemain. La directrice a été très claire. La retraite de ma grand-mère ne couvrirait que 40% des frais mensuels. Il manquait exactement 800 €. 800 € chaque mois. J'en ai parlé à ma mère le soir même, lui montrant la brochure avec les tarifs encerclés en rouge. Elle a soupiré, exaspérée, comme si je venais de créer un problème qui n'existait pas. On verra plus tard, Chloé. Ne sois pas si négative. Mon frère, qui était là, a ricané. T'inquiète, maman. Chloé va trouver une solution. C'est la spécialiste des situations désespérées. Il riait, mais ce n'était pas une blague. C'était une condamnation. Il venait, sans le savoir, de me déléguer l'entière responsabilité de la dignité de leur propre mère. Le poids de cette somme s'est abattu sur mes épaules, un fardeau invisible que j'étais la seule à sentir. Ils avaient choisi l'ignorance, et moi, je n'avais plus le choix. Une semaine plus tard, j'ai officiellement abandonné mon inscription à l'école des beaux-arts. Le rêve de ma vie, mis en pause pour une durée indéterminée. J'ai dit à ma famille que je n'étais pas prête, que j'avais besoin de réfléchir. Ils ont hoché la tête avec pitié. Tu vois, je te l'avais dit, tu n'as pas la discipline pour ça, avait commenté ma mère, presque satisfaite de voir ses prophéties se réaliser. Elle ne savait pas que le lendemain, je commençais mon deuxième travail. Le jour, je servais des cafés dans un bistrot du centre-ville, et le soir, de 18h à minuit, je nettoyais les bureaux d'une tour d'affaires. 60 heures par semaine. L'odeur de javel et de café froid est devenue mon parfum. La fatigue était si profonde qu'elle me faisait mal aux os. Chaque mois, le premier du mois, je faisais un virement de 800 € à l'EHPAD. Un geste secret, silencieux, qui me coûtait ma jeunesse et mes espoirs. Pendant que je sacrifiais mon avenir, ma famille prospérait. Mon frère a eu une promotion et s'est acheté une nouvelle voiture, un coupé allemand dont ma mère parlait à tout le monde. Ma sœur est partie en vacances en Thaïlande, postant des photos de plages idylliques pendant que je frottais des sols. Ils étaient à la fierté de ma mère, ses trophées. Moi, j'étais l'ombre au tableau, celle qui bâillait au repas de famille, celle dont les cernes étaient un sujet de moquerie. « Tu devrais te coucher plus tôt, Chloé. Tu as l'air épuisée », me disait ma mère, d'un ton faussement inquiet qui masquait mal son mépris. Il ne voyait pas le travail, il ne voyait que l'échec apparent. Chaque euro que je gagnais pour ma grand-mère creusait le fossé entre leur perception de moi et la réalité. Ils me jugeaient sur une histoire dont ils ignoraient complètement le chapitre le plus important, celui que j'écrivais seule, dans le silence de la nuit. Ma grand-mère, elle, savait. Même dans le brouillard de sa maladie, elle sentait les choses. Lors de mes visites, elle ne parlait pas beaucoup, mais elle me tenait la main, et son regard avait une clarté qui transperçait tout. Un jour, environ 1 an avant sa mort, elle a sorti une enveloppe jaunie de sa table de chevet. Sa main tremblait, mais son intention était ferme. « Ceci est pour toi, ma chérie, pour quand je ne serai plus là. Ne le montre à personne avant le bon moment. Tu sauras. » J'ai pris l'enveloppe, lourde de sens et de papier. Je l'ai gardée précieusement dans le tiroir de ma commode, sans jamais l'ouvrir. C'était un pacte silencieux entre nous, une promesse de justice future. Elle avait vu mon sacrifice, elle l'avait reconnu. Et dans son silence, elle m'avait donné l'arme dont j'aurais besoin pour me défendre. Je ne savais pas encore quand serait le bon moment. Mais après l'humiliation du gâteau, je sentais qu'il approchait à grands pas. 2 jours se sont écoulés dans un silence assourdissant. Personne n'a appelé, ni mon père, ni mes frères et sœurs,
et encore moins ma mère. Le gâteau et son message cruel flottaient encore dans mon esprit, une image indélébile. J'étais dans mon petit studio, la lumière grise de la ville filtrant par la fenêtre, quand mon téléphone a vibré sur la table. Le nom « Maman » s'est affiché, et une partie stupide de moi, une partie que je détestais, a espéré. Peut-être qu'elle appelait pour s'excuser, pour dire que c'était une mauvaise blague, qu'elle regrettait. J'ai décroché, le cœur battant, et j'ai dit un « Allô ?» hésitant. Sa voix est arrivée, nette et froide, sans la moindre trace de chaleur ou de remords. Elle ne parlait pas à sa fille qu'elle venait d'humilier. Elle parlait à une employée à qui elle allait donner un ordre. Chaque syllabe était un petit éclat de glace, et j'ai compris immédiatement qu'il n'y aurait aucune excuse. Jamais. « Chloé, j'ai besoin que tu viennes ce week-end, » a-t-elle commencé sans préambule. « Il faut vider le grenier. Il y a des tas de vieilleries de ta grand-mère qui prennent la poussière. » Sa légèreté était insultante. J'ai attendu, mais elle n'a rien dit sur mon anniversaire, rien sur le gâteau. J'ai trouvé la force de demander, d'une voix que j'espérais neutre. « Pourquoi maintenant ?» Sa réponse m'a frappée en pleine poitrine, me coupant le souffle. J'ai pris rendez-vous avec un agent immobilier lundi. On va faire estimer la maison. Il est temps de vendre et de tourner la page. Tourner la page. Ces mots résonnaient comme une profanation. Elle ne voulait pas juste vendre des murs. Elle voulait effacer l'histoire, la mémoire de sa propre mère, et par la même occasion, effacer les 3 années de ma vie que j'avais sacrifiées pour cette même femme, dans cette même maison. Le téléphone est devenu glacial contre mon oreille. C'est à cet instant précis que toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. La cruauté n'était pas gratuite. La dévalorisation constante, les moqueries, l'humiliation publique du gâteau, tout cela avait un but. C'était une campagne méthodique pour me briser, pour me faire sentir si petite, si indigne, que je n'oserais jamais réclamer ma part. Ma mère ne me voyait pas comme sa fille, mais comme un obstacle financier, un problème à éliminer avant de pouvoir mettre la main sur la totalité de l'héritage. Mon sacrifice pour ma grand-mère n'avait aucune valeur à ses yeux, car il ne servait pas ses intérêts. La douleur de la trahison a laissé place à une clarté glaciale, une lucidité terrifiante. Je ne me battais pas contre une mère maladroite, mais contre une adversaire calculatrice dont la cupidité avait anéanti tout instinct maternel. Je suis restée silencieuse pendant une longue seconde, laissant son plan m'imprégner. Elle a dû prendre mon silence pour de la soumission, car elle a ajouté d'un ton impatient « Alors, tu viens ou pas ? Je ne vais pas faire ça toute seule. » Une force nouvelle, froide et tranchante, a surgi des profondeurs de ma peine. La Chloé qui pleurait en silence n'existait plus. Celle qui répondit au téléphone était une autre femme. « Oui », ai-je dit, et ma propre voix m'a surprise par sa fermeté. « Je serai là. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Je me suis levée. Mes mouvements étaient lents et délibérés. Le choc avait fait place à une résolution de fer. Elle voulait vider le grenier pour effacer le passé. Très bien. Nous allions le faire. Mais j'allais m'assurer que tous les fantômes de cette maison soient présents pour la vente. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Mon regard s'est posé sur la vieille commode en bois dans le coin de ma chambre. J'ai ouvert le tiroir du haut, celui qui grinçait, et j'ai sorti l'enveloppe jaunie que ma grand-mère m'avait confiée. Sa texture était fragile sous mes doigts, mais son contenu était une promesse de solidité. « Tu sauras quand sera le bon moment », avait-elle murmuré, sa voix affaiblie mais son regard perçant. Le moment était venu. Le rire de ma famille lors de mon anniversaire n'était que le prélude. L'appel de ma mère était la déclaration de guerre officielle. J'ai posé l'enveloppe sur la table, à côté de mon téléphone. Puis, j'ai fait défiler mes contacts. J'ai dépassé le nom de ma mère, de mon père, de mes frères et sœurs, jusqu'à trouver celui de mon oncle Marc. J'ai appuyé sur l'icône verte. Le plan commençait maintenant. Mon oncle a décroché à la 2e sonnerie, sa voix calme et grave, tranchant net avec le chaos qui régnait dans ma tête. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer en détail l'humiliation du gâteau. Il avait tout vu. Il a simplement écouté le silence à l'autre bout du fil, puis il a dit
Je suis là, Chloé. Dis-moi ce dont tu as besoin. » Ces mots étaient un baume, la première reconnaissance que ma douleur était légitime. Je lui ai parlé de l'appel de ma mère, de son projet de vendre la maison, de ce sentiment d'être effacé de l'histoire familiale. Il n'a pas offert de vaine consolation. Il est passé directement à l'essentiel, avec son pragmatisme d'avocat. « L'enveloppe de ta grand-mère » a-t-il demandé sans détour. « Tu l'as toujours. Il est peut-être temps de l'ouvrir. » Ce n'était plus une question de sentiment, mais de stratégie. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je n'étais plus seule dans ce combat. Après avoir raccroché, mes mains tremblaient en brisant le sceau de l'enveloppe. Le papier était fin, presque transparent par endroits, et l'écriture de ma grand-mère, inclinée et élégante malgré sa maladie, remplissait la page. C'était un testament holographe, entièrement rédigé de sa main. Les premiers paragraphes étaient remplis de souvenirs et de mots d'amour. Puis venait la phrase qui a fait basculer mon monde. En reconnaissance de son sacrifice silencieux et de son amour inconditionnel, qui m'ont permis de finir mes jours dans la dignité, je lègue à ma petite fille Chloé 75% de ma maison. Le reste était divisé entre les autres. Je l'ai lu, puis relu, les larmes brouillant les mots. Ce n'était pas l'argent, c'était la validation. Elle avait vu, elle avait compris, elle m'avait rendu justice. J'ai immédiatement rappelé Marc, qui m'a confirmé que le document était potentiellement valide, à condition de le faire authentifier. L'arme était chargée. Le lendemain, je me suis enfermée dans mon studio, transformant ma douleur en une action méthodique. Le testament était la clé, mais il lui fallait un contexte. Il fallait que tout le monde comprenne l'ampleur de la dette morale avant que la dette légale ne soit révélée. Je me suis connectée à mon compte en banque en ligne et j'ai commencé à imprimer, relevé après relevé. Janvier, il y a 3 ans. Virement de 800 €, libellé participation frais EHPAD Mamie. Février, mars, avril, 36 fois. Le tas de papier sur mon bureau grandissait, une montagne de preuves silencieuses. Chaque feuille représentait un mois de double journée, de fatigue écrasante, de jeunesse sacrifiée. 28 800 €. Ma vie des 3 dernières années, résumée en chiffres sur du papier A4. Le bruit de l'imprimante était la seule musique dans l'appartement. Un rythme mécanique qui préparait le terrain pour la symphonie de la vérité. 2 jours plus tard, je retrouvais mon oncle dans son cabinet. L'odeur de cuir et de vieux livres contrastait avec l'odeur de javel qui imprégnait encore mes vêtements de travail. Nous avons étalé les preuves sur son grand bureau en acajou. D'un côté, le testament fragile de ma grand-mère, de l'autre, la pile épaisse des relevés bancaires. Le plan s'est dessiné avec une clarté redoutable. Ma mère voulait une réunion de famille pour discuter de la vente. Parfait. Nous allions lui donner sa réunion. Je devais la laisser parler, la laisser exposer sa cupidité, son empressement à tourner la page. Marc serait présent, non pas comme mon oncle, mais comme conseiller juridique, un témoin neutre. Je présenterai d'abord les preuves de mon sacrifice. Puis, seulement quand son mépris serait à son comble, quand elle m'aurait une dernière fois traitée de menteuse ou de ratée, je laisserai Marc présenter le testament. D'abord la blessure, ensuite le scalpel. Le samedi matin, j'ai envoyé un message à ma mère. Je serai là demain pour la réunion. J'ai aussi des documents importants à vous présenter concernant la maison et la succession de mamie. Sa réponse fut quasi instantanée. Un simple « ok », sec et dénué de toute curiosité. Elle était si sûre d'elle, si convaincue de ma faiblesse, qu'elle n'a même pas senti le danger. Ce soir-là, j'ai rangé les relevés et le testament dans un dossier en carton. Mon cœur ne battait plus avec la panique de l'humiliation, mais avec le calme froid de la détermination. J'étais prête. La solitude qui m'avait pesé pendant des années s'était transformée en une armure. Le salon de mon enfance, théâtre de tant de petites et grandes cruautés, allait devenir un tribunal. Et pour la première fois, je n'étais plus l'accusé, mais le témoin principal de ma propre histoire. Je suis entrée dans le salon le dimanche suivant, le même salon, la même lumière blafarde de l'après-midi. Ils étaient tous là, assis en cercle comme pour un tribunal informel. Ma mère, Isabelle, trônait sur le canapé,
un sourire suffisant aux lèvres, persuadé de diriger la manœuvre. Mon père évitait mon regard, comme toujours, tandis que mon frère et ma sœur me jaugeaient avec un mélange de curiosité et de mépris. Mon oncle Marc s'est installé sur un fauteuil un peu à l'écart, son visage neutre et professionnel ne trahissant aucun camp. L'air était lourd, saturé de non-dits et d'attentes. Ma mère pensait que cette réunion servirait à me faire accepter la vente de la maison, à me faire plier une dernière fois. Elle ne voyait pas le dossier en carton que je tenais dans mes mains. Elle ne voyait que la jeune fille qu'elle avait passé sa vie à humilier, et elle s'attendait à ce que je joue mon rôle habituel de victime silencieuse. Le silence s'est étiré, et c'est elle qui l'a rompu, avec une fausse douceur qui me glaça le sang. J'ai attendu qu'elle finisse son discours sur la nécessité de tourner la page et de ne pas s'accrocher au passé. Puis, sans un mot, je me suis avancée vers la table basse et j'y ai déposé le dossier. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la première liasse de papier. Pendant 3 ans, vous avez tous cru que la retraite de mamie suffisait à payer l'EHPAD. Ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. La vérité, c'est qu'il manquait 800 € chaque mois. J'ai étalé les relevés de compte sur la table, un par un. 36 mois, 28 800 €. Voilà l'argent que j'ai versé de ma poche pour qu'elle finisse ses jours dans la dignité. Le visage de mon père a blanchi, ses yeux s'écarquillant, alors qu'il comprenait enfin la raison de mes cernes et de mes absences. Mes frères et sœurs ont échangé des regards gênés, l'inconfort se lisant sur leurs visages. Ils commençaient à comprendre l'ampleur du sacrifice qu'ils avaient si joyeusement ignoré pendant toutes ces années. Le silence gêné a été brisé par un son que je connaissais trop bien, le rire méprisant de ma mère. Il a éclaté, strident et dédaigneux, remplissant la pièce d'une familiarité cruelle. « N'importe quoi !» a-t-elle lancé, en faisant un geste de la main pour balayer mes preuves. « Tu essaies de te rendre intéressante ? D'où viendrait cet argent de tes pourboires de serveuse ?» Son regard balayait l'assemblée, cherchant l'approbation, cherchant à rallier les autres à sa moquerie. Mais cette fois, personne n'a ri. Mon père la fixait, horrifié. Mes frères et sœurs baissaient les yeux, la honte les submergeant enfin. Elle était seule dans son arrogance, isolée par sa propre cruauté. Elle venait de commettre l'erreur fatale de me sous-estimer une dernière fois, de croire que son pouvoir de nuisance était infini. Elle m'avait tendu le piège parfait, et sans le savoir, elle venait de sauter dedans à pieds joints. Son rire s'est éteint dans le silence glacial de la pièce. C'est à ce moment précis que j'ai fait un léger signe de tête à mon oncle. Il s'est levé, a pris la seconde liasse de papier dans le dossier, et sa voix d'avocat, calme et implacable, a résonné dans le salon. « Isabelle, il y a un autre document que nous devons porter à votre connaissance. » Il a déplié la feuille jaunie, le testament holographe de ma grand-mère. Le silence était devenu si total qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Marc a commencé à lire, lentement, chaque mot pesant une tonne. Il a lu les passages sur l'amour, puis il est arrivé à la phrase décisive. En reconnaissance de son sacrifice silencieux et de son amour inconditionnel, je lègue à ma petite fille Chloé 75% de ma maison. Le choc a été une onde visible qui a parcouru la pièce. Le masque de ma mère s'est fissuré, son visage passant de l'arrogance à l'incrédulité la plus totale, puis à une fureur pure et déformante. Elle s'est levée d'un bond, son corps tremblant de rage, son visage congestionné. Toute la façade de mère respectable et maîtresse de la situation a volé en éclats, révélant la femme avide et calculatrice qu'elle était vraiment. Ses yeux n'étaient plus posés sur moi, mais dans le vide, comme si elle s'adressait au fantôme de sa propre mère, la femme qu'elle pensait avoir flouée. Et puis elle a hurlé, une phrase qui a scellé son destin et révélé sa véritable nature à tous. Quel testament! Elle m'avait promis la maison. Ces mots ont résonné contre les murs du salon, un aveu public et brutal de sa cupidité. Ce n'était pas une question de famille, ni de deuil, ni de souvenir. Ça n'avait jamais été qu'une question d'argent. Son cri a été suivi d'un silence assourdissant, un silence où son autorité morale s'est évaporée pour toujours.
la laissant seule, exposée et vaincue au milieu des ruines de ses propres mensonges. Le cri de ma mère s'est éteint dans le silence du salon, la laissant pantelante, le visage déformé par une rage impuissante. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Le poids de son aveu était si lourd qu'il semblait avoir absorbé tout l'air de la pièce. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père la regarder, non pas avec sa complaisance habituelle, mais avec une expression de dégoût et de profonde déception. Il ne voyait plus sa femme, mais une étrangère avide, dont il découvrait le vrai visage, en même temps que tout le monde. Mes frères et sœurs, eux, étaient pétrifiés par la honte. Leur regard fuyait le mien, incapable de soutenir le poids de leur complicité passive. Je n'ai ressenti ni triomphe ni joie, seulement un calme immense et glacial. Je n'avais plus besoin de me battre. La vérité, une fois libérée, faisait son travail toute seule, démantelant brique par brique la tyrannie qu'elle avait mis tant d'années à construire. Mon oncle Marc a repris la parole, sa voix neutre et professionnelle coupant à travers la tension comme un scalpel. Il a expliqué les implications légales avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Le testament était valide, authentifié et incontestable. En tant que propriétaire majoritaire, j'avais le dernier mot sur l'avenir de la maison. Ma mère a tenté de protester, sa voix rauque de fureur, balbutiant des accusations de manipulation, mais Marc l'a interrompue d'un geste calme de la main. « Isabelle, ce n'est plus une affaire de famille, c'est une affaire de droit. La volonté de ta mère est très claire. » Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, son regard n'était plus celui d'un oncle, mais celui d'un conseiller. « Chloé, que souhaites-tu faire ?» J'ai pris une profonde inspiration, sentant le regard de toute ma famille sur moi. Ma réponse a été simple, prononcée d'une voix qui ne tremblait pas. « Je veux vendre. » Chaque mot était un clou dans le cercueil de son règne. Les jours qui ont suivi ont été une lente désintégration du monde que j'avais toujours connu. Ma mère s'est enfermée dans un mutisme hostile, refusant de parler à quiconque. C'est mon père qui m'a appelée, 2 jours plus tard. Sa voix était celle d'un homme brisé, rempli de remords tardifs. Il ne s'est pas excusé pour elle, il s'est excusé pour lui-même, pour toutes les fois où il avait détourné le regard, pour sa lâcheté qui avait permis à ce poison de se répandre. C'était une excuse faible, incomplète, mais c'était la première fois qu'il reconnaissait ma douleur. Mes frères et sœurs ont envoyé des messages maladroits, des tentatives de renouer le contact, de dire qu'ils ne savaient pas. Je les ai lus sans colère, mais aussi sans aucune envie de répondre. Le fossé était trop profond. Leur ignorance avait été un choix confortable, et le prix de ce confort était ma jeunesse. Je n'étais plus en colère, j'étais simplement libérée. La maison a été vendue en moins de 2 mois. La transaction s'est faite par avocat interposé, je n'ai plus jamais eu à lui parler directement. Avec sa part minoritaire de l'héritage, ma mère a dû quitter le pavillon de banlieue qui était le théâtre de sa puissance. Mon oncle m'a raconté qu'elle avait emménagé dans un petit 2 pièces en location, dans un quartier anonyme de l'autre côté de la ville. Celle qui vivait pour les apparences, pour le statut social, était désormais condamnée à une vie qu'elle aurait autrefois méprisée. Sa punition n'était pas la pauvreté, mais l'invisibilité. Elle avait perdu son royaume, son public, et le respect de ses propres enfants. Elle s'était retrouvée seule avec la personne qu'elle avait toujours tenté de fuir, elle-même. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'elle devenait. Sa chute n'était pas ma victoire. C'était simplement la conséquence logique de ses propres actes. Je suis restée dans mon petit studio pendant que tout se mettait en place, observant de loin les ruines de ma famille. L'argent de la vente est arrivé sur mon compte, une somme qui me paraissait irréelle. Mais ce n'était pas le chiffre qui importait. C'était ce qu'il représentait. Un nouveau départ, une page blanche. Un soir, j'ai étalé sur ma table le chèque de la banque à côté de la brochure de l'école d'art à Paris. L'un était la fin d'une histoire, l'autre, le début d'une autre. Le poids que j'avais porté sur mes épaules pendant si longtemps s'était envolé, me laissant une sensation de légèreté presque vertigineuse. La justice avait été rendue, la vérité avait été dite, et les comptes étaient enfin soldés. Mais une question demeurait.
flottant dans le silence de mon appartement. Que fait-on d'une liberté si chèrement acquise ? Aujourd'hui, je vis à Paris. Mon studio est petit, mais il est baigné de lumière. Une lumière qui semble laver les ombres des années passées. Par la fenêtre, je ne vois plus le jardin trop bien entretenu de la maison de banlieue, mais un enchevêtrement de toits en zinc et de cheminées qui racontent 1000 autres histoires. Le bruit de la ville est une musique constante, un brouhaha vivant qui a remplacé le silence pesant des repas de famille. Je n'ai gardé aucun meuble de mon ancienne vie. Tout est nouveau, choisi par moi, pour moi. Ce n'est pas seulement un déménagement, c'est une renaissance. J'ai appris que parfois, pour se reconstruire, il faut d'abord accepter de tout laisser derrière soi. Non pas pour oublier, mais pour se donner la permission de devenir quelqu'un d'autre, loin du rôle que l'on nous avait assigné. Cet appartement n'est pas un refuge. C'est mon point de départ, la première page d'un livre que j'écris enfin moi-même. Ce que j'ai appris de toute cette épreuve, ce n'est pas la saveur de la vengeance, car elle n'a aucun goût durable. C'est quelque chose de plus profond, de plus calme. J'ai compris que ma valeur n'était pas un verdict qu'il pouvait prononcer autour d'une table, ni une phrase cruelle écrite sur un gâteau. Ma valeur, c'est le sacrifice silencieux que j'ai fait pour ma grand-mère. C'est la force que j'ai trouvée pour dire la vérité quand tout le monde préférait le confort du mensonge. C'est la dignité que j'ai conservée quand ils ont tout fait pour me la prendre. On passe une partie de sa vie à chercher l'approbation de sa famille, à croire que leur amour est la mesure de notre propre mérite. La leçon la plus libératrice de ma vie a été de comprendre que je n'avais pas besoin de leur permission pour exister pleinement. La seule validation qui compte vraiment est celle que l'on s'accorde à soi-même, dans le silence de sa propre conscience. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère. Il y a des ponts qui, une fois brûlés, ne laissent derrière eux que des cendres et la nécessité de trouver un autre chemin. Mon père m'appelle parfois. Sa voix est toujours empreinte d'une culpabilité maladroite. Mes frères et sœurs envoient des messages pour les fêtes, des tentatives timides de maintenir un lien qu'ils ont eux-mêmes contribué à briser. Je réponds poliment, mais avec une distance qui est désormais infranchissable. Le pardon que j'ai trouvé n'était pas pour eux, mais pour moi. Je me suis pardonné d'avoir supporté si longtemps, d'avoir cru que mon amour pouvait changer leur nature. J'ai compris qu'on ne peut pas forcer les gens à nous voir, surtout quand ils ont décidé de garder les yeux fermés. Maintenir cette distance n'est pas un acte de colère, c'est un acte de protection. C'est la barrière nécessaire pour que mon nouveau monde reste sain et sauf. La semaine dernière, dans l'atelier de l'école des beaux-arts, l'odeur de la térébenthine et de la peinture à l'huile a rempli mes poumons. C'était l'odeur de mon rêve retrouvé. En tenant le pinceau, en mélangeant les couleurs sur la palette, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Chaque geste était une affirmation, une reconquête. Pendant 3 ans, mes mains avaient servi le café et frotté des sols pour honorer le passé. Aujourd'hui, elles créent pour construire mon avenir. Ce n'est pas juste de l'art. C'est la preuve tangible que la vie peut recommencer, que les sacrifices ne sont pas vains s'ils nous mènent à une version plus authentique de nous-mêmes. Chaque coup de pinceau n'était pas seulement une couleur sur une toile. C'était un acte de reconstruction, la réparation patiente d'une âme qui avait été abîmée mais jamais brisée. Mon histoire n'est pas unique. Il y a tant de gâteaux empoisonnés servis sur les tables familiales, tant de mots qui blessent plus que des coups. La justice que j'ai obtenue n'était pas un miracle, elle était le résultat d'une décision, celle de ne plus accepter l'inacceptable. Le plus grand pouvoir que nous ayons est de définir nos propres limites et d'exiger le respect, même si cela signifie devoir affronter ceux que nous sommes censés aimer inconditionnellement. La dignité n'est pas quelque chose que l'on nous donne, c'est quelque chose que l'on refuse de se laisser prendre. J'ai choisi de transformer ma plus grande blessure en ma plus grande force. Et cette liberté est l'héritage le plus précieux que ma grand-mère m'ait laissé, bien plus précieux qu'une maison. Et vous, que feriez-vous à ma place ?